Et bonjour, bienvenue. Ce matin, on va continuer des exos qu'on avait commencé il y a 2-3 semaines, qui s'appellent les Rustlings. Donc c'est du langage Rust, qui est un des derniers langages sortis qui a pris pas mal d'ampleur. C'est un langage très bas de niveau, avec une gestion de mémoire et de libération de la mémoire un peu particulière, qu'on a pas mal vu à l'épisode précédent. Donc on est sur les Rustlings. Là j'ai ouvert le projet, c'est un projet sur GitHub qui s'appelle Rustlings. J'ai ouvert le projet, donc on va lancer Rustling Watch régulièrement. Il exécute l'ensemble des fichiers qu'on a déjà fait, donc si on reparcourt vite fait, on a vu ensemble les variables, les fonctions, les if, on a fait un petit quiz. Ensuite, les move semantics, c'est tout ce qui est borrowing et... tout ce qui est borrowing. Donc, qui c'est qui a le contrôle d'une variable, comment on passe le contrôle à l'intérieur des sous-fonctions ou quand on réinstancie une variable à partir. Ensuite, les types primitifs, les structures, et là on est sur les énumérations. Sur les énumérations, on a déjà fait 2 exos, donc ici. Donc ça, c'est celui qu'on est en train de faire. On a déjà fait les 2 précédents, donc on peut regarder vite fait à quoi ça ressemble, une énumération. Donc c'est le nom ou la valeur de l'énumération, et en fait on peut définir des structures. Donc soit avec... Alors j'ai plus le nom en tête. Avec des paramètres nommés, ou alors avec juste des types, et donc qui sont positionnels. Donc voilà un peu ce qu'on a fait dans le 2, et dans le 3... Alors, qu'est-ce qui lui va pas? Il aime pas message de point change color, donc il doit nous manquer un change color là-dedans, je suppose. Create a match expression to process the different message variants. Alors, je sais pas comment ça marche le match. C'est peut-être un match message. Et là, il va falloir préciser différents cas. Donc je suppose qu'on va avoir soit un point, soit un état. Dans notre enum, là. Implement the message variant types based on their usage below. Ok. Donc on voit qu'on fait du message change color, message echo, move et kit. Donc on va prendre ces 4. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Ah, mais je vais d'abord le coller. Ah, c'est ça. Tac. Raté. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Alors par contre, pourquoi j'ai la collade qui est encore dans le truc? C'est bizarre. On va la virer là. C'était des virgules, hein, je pense. Quand je suis encore en multicurseur, je vais rechanger. Ok. Donc là, ça commence à ressembler un peu plus. Donc là, on va bien trouver la bonne variante de message à chaque fois. Après, il y a des paramètres hein, quand même au change color.
Donc le change color, il prend quoi? Il prend un tuple de couleur, on dirait. Donc il prend... un I32, des I32 on va dire. On verra si le type suffit pas, je pense que ça devrait aller. Pourquoi il y a des parenthèses en trop ici? C'est moi qui ai fait... qui ai cassé quelque chose? Je suspecte que non. On va faire un guide diff pour s'assurer de ça. J'en ai probablement beaucoup. Ah non, c'est bon, on tombe direct dessus. Je vais voir si j'ai cassé quelque chose dans ce fichier-là, mais j'ai pas l'impression. Non, on dirait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, echo, il prend un string. Et move, il prend un point. Et c'est marrant, c'est des méthodes, ça, en fait. Parce que c'est pas des types directement. Bon, on va voir. Echo, sinon c'est un string. Et move, il prend un point. Sachant que le point est défini juste en dessous. Le state, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un state point color qui prend, lui? Je pense qu'il y a quand même une parenthèse de trop ici. C'est bizarre. Hein. À voir. Ça me paraît étrange. Ah. Et du coup, c'est des U8. Ce qui est logique, on veut du 0 à 255, je suppose. Alors... Est-ce que c'est pas un truc comme ça? Si. Ok, donc là, ça compile. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre compilation? On n'a pas de variant qui s'appelle change color dans les num message, dans le scope courant. On est quoi? On est à la ligne 6. Donc, et c'est appelé à la ligne 54. Non, on n'est pas à jour là. On revient. On va même le relancer pour être sûr, pour avoir que les messages d'erreur. Ok, donc. Un problème de compilation, ligne 45. Oui, effectivement, on finit pas. Match message. Si je vire ça. Donc là, c'est le test qui foire. Donc le test match message call, il nous dit quoi? Assertion failed, left, right. Donc on s'attendait à avoir 0, 0, 0, on a eu... Pardon, on s'attendait à avoir 255, 0, 255, la valeur du change color. Je pense que c'est ici. Il faut changer le state.color, du coup, qu'on appelle la méthode de...
qu'on appelle change color sur notre message, je suppose. Le process ici qui prend un message. Donc on va aller voir vite fait dans la doc de Rust, probablement. Non, je copie-colle un petit bout de code pour avoir un exemple sous les yeux. Du coup, là, celui qui plante, c'est sur notre change color. Donc ici, match guess.trim.parse. Donc mettons que c'est un change color de R,G,B. Et du coup, là, on va lui dire quoi faire. Donc ça va être un self.color. En fait, on peut le récupérer comme ça, en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, déjà? On ne trouve pas change color. Est-ce que c'est message de point change color? On dirait que oui. Hein. Echo, move and quit not covered. Donc, il nous force à implémenter tous les types qui sont définis dans notre énumération. Là. Et on va faire ça. Pardon, du coup, c'est message echo qui prend un message. Je sais pas ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, il fait le print. Est-ce qu'il faut pas juste appeler la fonction elle est définie sur state. Self. Comment j'accède à ce truc-là? Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est juste appeler cette méthode en vrai. Self, c'est quoi? Self, c'est le state. Self. Self.color égale color. En fait, on veut pas redéfinir la méthode ici, elle est déjà définie au-dessus. Parce que là, on a accès aux attributs de self. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Je pense pas que ce soit des méthodes statiques. On va juste essayer ça. Ça me paraît pas fou. On va voir ce que ça casse juste après. Donc on a le echo, on a le move et le quit. D'ailleurs, j'aurais juste pu faire ça. Une virgule. Ah, c'est bien, il est plus costaud celui-là que les précédents. On va apprendre des trucs. On a une méthode quit? Oui.
Donc ça ne va pas compiler, hein, normalement. Donc il nous trouve plein d'erreurs. Là, il s'attend à avoir un argument. Il trouve pas la fonction ou l'item associé dans state. Intéressant. Est-ce qu'il plante sur les autres? Il plante aussi sur le echo. Il s'attend à avoir 2 arguments. Est-ce qu'en fait, il faut passer le self à chaque fois? Je comprends pas celui-là, pourquoi il compile pas... Si les autres compilent, je comprends pas que lui compile pas, en fait. Ça me semble être la même chose. Donc là, on n'a plus que 2 erreurs. Ça s'appelle bien move, hein? Ah non, c'est move position, c'est peut-être pour ça, en fait. Ok. Donc visiblement, ça marche. Notre code compile et le test passe. Donc, qu'est-ce qu'on a appris là-dessus? Ici, on décrit tous les types possibles pour notre message, avec les paramètres. Ensuite, on définit une structure état qui garde la couleur, la position. Et est-ce qu'on a quitté ou pas? Et cet état, il a une méthode process qui prend le message et qui fait en gros un switch dessus et qui applique, qui appelle une méthode à chaque fois. C'est marrant ce emut self là à chaque fois. Où on passe notre propre instance à la méthode. Et du coup, effectivement, on a un état qu'on initialise, et après on appelle la méthode process en y passant un message à chaque fois. Et ça va mettre à jour notre état. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Intéressant. Donc on va décommenter cette ligne-là, et du coup on va passer à l'exo suivant. Ok, donc, on va faire des saucisses dans module 1. Déjà, le petit readme. Donc le système de module de Rust, on a un lien vers la doc si jamais on patauge, on verra ça. Je vais fermer les autres. Ok. Donc là, on a un module qu'on appelle Sausage Factory, dans lequel on définit une fonction, et on essaie d'appeler cette fonction dans le module. Qu'est-ce qui lui va pas? Je ne sais pas. On va devoir aller voir la doc assez vite, je pense. Hello. Raté. Alors, un instant, je vous prie. Je vous mets le navigateur. Là, ça marche beaucoup mieux. Ok. Donc, comment ça marche un module? Ah, on peut faire des sous-modules dans des modules. Et après, comment on appelle les trucs du module? Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Il y a un mot-clé use et pub pour rendre des items publics. Ok. Donc les modules, ils contrôlent les aspects de visibilité des items.
On appelle la privacy, est-ce qu'ils sont publics, privés, etc. C'est ça, public, private. Ok, comment on appelle un truc dans les modules? Ok, on y vient. C'est create 2.2. Puis le module. Le nom du module. On dirait. Hein. Ah, ou alors un pass relatif. Ouais, mais vu qu'on est ici, ça devrait le faire. Pourquoi ça marche pas dans notre cas? Bon, soit c'est un pass absolu avec create devant, sinon c'est exactement la même chose, hein, on est d'accord. Du coup, qu'est-ce qui nous va pas? On va faire des tests. On voit que ça. C'est pas juste ça. Et c'est pas juste ça. Donc ça marche. Non? Make sausage define here. Donc celle-là est privée. Il faut la rendre publique. Hein, ou... Donc c'est une des options. Est-ce qu'on peut virer ça? Oui. Donc on peut effectivement y accéder comme ça, mais est-ce qu'on est obligé de la rendre publique? Eux, c'est pas leur cas hein, dans leur module là. Et si je le fais sur celle-là... On est d'accord que c'est pas... elle est pas visible. Ouais, il nous dit qu'elle est privée. On peut rajouter un import. Probablement. Il s'en fout. Ouais, on va essayer d'aller voir... les hints. S'il y en a. Alors, comment ça marchait? C'était... il s'appelle comment, module? Ok, donc tout est privé en Rust par défaut. Mais il y a un mot-clé qu'on peut utiliser pour rendre public. On est d'accord? Donc c'est bien la fonction makeSausage qu'on veut rendre public. Et je m'attendais en fait à... c'est bizarre que dans les exemples, ça soit privé. Ah pardon, je partageais plus mon IDE. Et dans les exemples, ici, le Add to Waitlist, il est pas marqué comme étant public. Donc il devrait par défaut être privé, je comprends pas pourquoi. Après, ce code ne compile pas d'ailleurs. Hein. Ah, et c'est là qu'on y rend public. Ok. Ok. Mea culpa. Et donc la vraie solution, j'ai juste rajouté pub ici pour dire que c'était public. Et du coup, je peux l'appeler depuis là. Ok, mais parfait. Un de plus. On enchaîne, module 2. Alors, on a de délicieux snacks.
Et on veut afficher mes snacks favoris. Donc, fruit and veggie. Visiblement. Fruit au singulier et veggie au singulier. C'est pas juste ça? Ah non, pardon, il y a les use as veggie et use as machin. Où est-ce qu'ils étaient définis? Ouais, il est gentil de me les cacher, mais... Ok. Donc, on va utiliser... Dans fruit, on va y mettre pierre. Et dans veggie, on va y mettre cucumber. D'accord. Donc on définit 2 modules en plus qui sont des références à des sous-modules, on dirait. Je vais relancer ça, mais const veggie is private. Donc si on regarde nos erreurs. Import de constante privée. Donc on a le même problème. Est-ce que c'est pas juste ça du coup? Si, je vais quand même re-afficher les hints. Parce que ça me paraît un peu pas fou quoi. Donc, le Delicious Snacks essaie de mettre à disposition une interface externe avec les constantes fruit et veggie, qui est différente de sa structure interne. Les modules fruits and veggies et les constantes associées. Ok, donc il manquait juste un mot-clé pour chaque constante, donc c'est ça, hein, c'est le pub, je pense. Ok, pourquoi pas. Donc dans des modules, on peut s'amuser à définir des constantes, à pointer vers des sous-parties de nos modules, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc on arrive à vec. On va faire des vecteurs. Ah, c'est pas dans vec? C'est dans collection. On va faire des vecteurs et des hmaps. Ah, il y a une macro pour les vecteurs, donc je crois que c'est vec point d'exclamation. Et par contre, je sais plus ce qu'on prend. Il doit faire une taille 4. Qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait dedans, en fait, dans V? Parce que c'est ça la vraie question. Insert A et V. Donc on veut tous les éléments de V et on veut qu'ils soient égaux à ceux de A. Du coup, ça doit être un truc comme ça. Ok, ce n'était que ça. Donc on peut utiliser soit la syntaxe avec les crochets, soit la macro vec. Du coup. Ok, on va passer au vec 2. Ah. Donc là, c'est un test qui marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On a une méthode vecloop qui prend en paramètre un vecteur mutable. On itère sur ces éléments. Et on veut le remplir avec l'élément multiplié par 2. Du coup, ça va être i fois 2, ici.
étoile peut être utilisée. Alors, on a une erreur bizarre. C'est un problème de type, je suppose. Vous pouvez déréférencer I. Mais alors, c'est pas ça du tout. Ça va être V de I égale à V de I fois 2. Peut-être. On va tenter ça. Les indices d'un slice. Donc non, on va aller voir la dog vite fait sur les vecteurs, parce que on n'y connaît pas grand-chose. Updating vector, ça me paraît pas mal. Et push... Alors, il n'y a peut-être pas d'élément positionnel, c'est bizarre. Donc, pour créer un vecteur, on peut faire soit avec new, soit utiliser la macro. Pour l'updater, on peut faire des push. Lire les éléments d'un vecteur. Faire get. J'ai pas l'impression qu'on puisse... Hop. Pour créer une hash, on peut faire un hmap.new. Ça m'a l'air pas trop mal. Et sinon... on peut en créer à partir d'itérables. Je pense qu'on va juste faire un hmap.new, hein. Ça me paraît le plus évident. Donc basket, on insert banana 2. On peut en rajouter ici. Et on veut quoi? On veut qu'il y en ait 3 en tout.
Et on veut que la somme soit supérieure ou égale à 5. Mais on va pas trop s'embêter. On veut 3 strawberries et on veut... On va pas trop s'embêter, hein. 5 pommes. Hop, donc on a bien les deux tests qui passent. On a bien 3 éléments dans le basket. Et on a bien la somme des valeurs qui est égale à 5. Sur HMAP 2. Donc on a une énumération de fruits. Donc je pense que ça va être les clés de notre map. Un vecteur avec les types de fruits. On va itérer dans les types de fruits. Et on va devoir les ajouter s'ils ne sont pas déjà présents. On n'a pas le droit... Pardon. On n'a pas le droit de rajouter un type de fruit qui serait déjà présent. Et on veut les ajouter dans quoi? Dans le basket. C'était pas insert? On va vérifier. Je l'ai même pas en tête. Si, c'est insert. Donc le truc de base, ça va être ça. On va insérer fruit. Et on va y mettre une valeur. ...4, 2, 5. Donc on veut récupérer les fruits qu'on prend en paramètre. On vérifie le nombre de fruits. Je sais pas ce qu'on veut y mettre comme valeur là en fait. C'est un peu con. Bon. C'est pas très grave. On va y mettre 3 partout. Et là, on veut vérifier... C'est pas contains. C'est pas include. Max by key, next key, non c'est pas ça. C'est pas as. Ni contains. Je sais pas comment on fait pour checker l'existence. Accessing values, updating hashmap. Donc c'est bien insert. Ah. Only inserting a value is the key has no value. C'est pas mal ça. On peut faire un truc comme ça. Donc, le OR-insert, la méthode OR-insert sur les entries est définie pour retourner une référence mutable vers la valeur. Ok, pourquoi pas. On peut faire ça. Donc je viens d'aller regarder. En gros, on n'a pas besoin d'un if ici. Ce qu'on va faire, c'est un truc comme ça. Donc on va remplacer ça par un entry. Et ici, on va faire un or. C'est con que j'ai pas l'autocomplétion là-dessus. C'est vraiment bizarre. C'est un peu con, mais bon. Hop, pardon. Ok, donc c'est bon, c'était ça. Là, on passe aux strings. Aïe. Ça va piquer. La gestion des strings, c'est plein de références, de déréférences, de... Il y a 28 milliards de types de caractères. Donc là, on va découvrir tout ce que c'est que l'UTF-8 et compagnie là-dessus. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais... Donc il y a deux types de strings. Il y a une slice de string,
donc, de type ESTR, et un string only, qui est plus proche de la notion d'objet dans notre langage. Ok, bon, on va regarder ça. Alors. On doit le faire compiler sans changer la signature de la fonction. Donc, on s'attendait à avoir un struct string et on a eu du ESTR dans Blue. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça, un string.from, un truc du genre. On va aller voir la doc quand même, sur les strings. Donc on pourrait faire un toString directement sur le ESTR qu'on a défini au-dessus, qu'on avait défini. Ou alors un string.from. Ça me plaît plus. C'est pareil, je pense. Donc, j'étais pas loin de la solution, visiblement. Alors, on va fermer tous les autres dont on se fiche. C'est bien, on a avancé quand même. Déjà, est-ce que juste ça ne marcherait pas? Visiblement pas. Mais c'est des parenthèses, normalement. Expected type. On revient en arrière. Ah non, pardon. Donc là, c'est là. C'est là, soit on fait un string from blue. Ça devrait marcher. Ok. Soit on fait un blue point to string. Ça devrait marcher aussi. Yes. Les deux me vont. Et donc on passe au string 2. Ça va, ils sont tout petits en fait. Alors, faites-moi compiler sans changer la signature de la fonction. Ok, donc on veut retourner un booléen. Ok. Is a color word. Qu'est-ce qui lui va pas? If is a color de word. Donc le word là c'est un string et on voudrait faire l'inverse en fait. Faire l'opération inverse. Est-ce qu'on n'a pas un tout quelque chose? Non. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir dans l'autre sens. On veut passer du string et retourner et repartir sur un str. Et pour ce faire, c'est pas juste un... Est-ce que c'est pas juste ça? Si. Ok, donc pour le déférencer, c'est juste un et commercial devant. Donc on a le toString dans un sens, ou un string.from de notre ESTR, et sinon pour passer du string au ESTR, il faut juste faire un et commercial devant. Ok. Ça clôt ce chapitre. Et donc on passe au quiz 2. Visiblement, on approche à peu près de la moitié du bousin. C'est un quiz pour les strings. Alors, on a un ensemble de valeurs. Certaines sont des strings et d'autres des références vers... Enfin, des ESTR. Je sais pas comment on appelle ça. Votre tâche
est d'appeler une de ces deux fonctions sur chaque valeur en fonction de ce que vous pensez que chaque valeur va être. Donc on met soit string slice, soit string. Ah, ça s'appelle une string slice, du coup. Avant les parenthèses de chaque ligne. Si on a bon, ça va compiler. Donc ça, pour moi, le premier, c'est une string slice. Le second, c'est un string. Le suivant, c'est un string. Jusqu'ici, tout va bien. Donc ça, on a vu que ça transformait en string, et ça, on a vu que c'était un constructeur de string à partir d'un string slice. Le toAnd, j'en sais rien. Le into, j'en sais rien. Le format, j'aurais tendance à dire que c'est une slice. Oh là là. Ça, j'aurais tendance à dire que c'est une slice. Le trim, ça devrait rester une slice. Le replace sur un string, je suppose que ça va retourner un string. Et le toLowerCase, j'aurais tendance à dire que c'est un string slice. Du coup, le toAnd, je pense que ça devrait pas changer le type. Ah, quoique. Le into, j'en sais rien, hein, on va pas se mentir. Et lui, peut-être ça change le type. Quand on veut le owner. C'est celui-là qui marche pas? Ah non, il y en a deux. Donc on s'est trompé sur quoi? On s'est trompé sur le format. Donc le format, visiblement, retourne un string. Et on s'est planté sur le dernier, c'est ça? Le toLowerCase aussi? Ok. Ok, ok. Bon, bah, on n'était pas trop mal, quand même. Je m'attendais à pire. Ok, après l'IDE doit nous aider aussi pour ce genre de truc-là, mais... Ok, bah c'est bien. Ça avance. Et donc on passe à la gestion des erreurs. Ouh. Alors, cette fonction refuse de générer du texte et de l'afficher sur un name tag. Si on y passe une chaîne vide. Ça serait mieux si ça expliquait quel est le problème, à la place de juste retourner none. Le second test ne compile pas ou ne passe pas, mais il illustre le comportement qu'on aimerait que cette fonction ait. Ok, donc on veut retourner une erreur. Est-ce que ce serait pas juste un truc comme ça? Parce qu'en fait, là on a somme ou on a R. Name was empty, it must be non-empty. Est-ce que c'est juste ça? C'est juste un non? En fait, lui, il s'attend à avoir une option. Du coup, les types options, en général, c'est some ou none. Il s'attend probablement à avoir juste un none, en fait. C'est pas ce qu'on avait initialement? Si. Merde. Il faudrait throw une erreur, alors, du coup, je suppose, ou un truc comme ça. On va aller checker vite fait la doc sur les erreurs handling.
c'est soit un OK, soit une erreur. Et comment on les retourne? Donc c'est vraiment un type de retour. J'ai l'impression. Est-ce que propagating errors... Ça, shortcut... Intéressant. On peut mettre un point d'interrogation pour propager l'erreur. Donc, mais du coup, ça devrait rentrer dans le type. Je sais pas si on a le droit de changer le type de ça, là. Ça nous demanderait de changer les tests aussi. Ouais, c'est ça. Vous aurez besoin de mettre à jour ce à quoi ce test s'attend quand vous changerez la fonction qui est testée. Donc du coup, lui, il va pas nous retourner une option de string, il va nous retourner... Ah, pardon, je montre pas ce que je fais. Il va plus nous retourner une option de string, lui, il va nous retourner un type d'erreur possible à la place. Mais j'ai pas encore trouvé dans la doc d'exemple où c'est un result, du coup. On dirait bien. Donc là, ça serait pas un somme, ça serait un OK. Et ici, ça serait un error. Et dans l'erreur, on voudrait ça, là. Je sais pas si on a besoin du into, là, on verra. Qu'est-ce que c'est, ça, comme enum? C'est le result, avec deux types de paramètres. Donc c'est bien soit OK, soit error. Par contre, c'est de type E et de type T. OK, peu importe. Donc lui, on s'attend pas à avoir un somme, on s'attend à avoir un OK. Qu'est-ce qui nous va pas non plus? C'est le result qui est de type string string. Il veut deux types maintenant, en fait. Avant, pour le premier, il n'y en avait qu'un. Ok, on est bon. Donc, on réexplique vite fait. Ah! Alors, en fait... Bonjour, Gilarac. C'est effectivement très cool, ça ressemble beaucoup au Koan. J'ai fait les Koan Rust avant, en fait. Pour la petite histoire. Je les ai trouvés... Alors, souvent les Koan, je reste sur ma faim. Ça va pas assez dans le dur et dans les spécificités du langage, et notamment les Koan Rust. Ça m'a vraiment plus servi pour la syntaxe. Je trouve les Rustlings mieux faits. Ça ressemble beaucoup, hein, on est bien d'accord. Et les Koan, tu les as dans à peu près tous les langages. J'en ai fait pas mal en Python, en Ruby notamment aussi. Si, les Koan, il y en a pour tout, en fait. Si on regarde vite fait... Sur à peu près n'importe quel langage, je pense qu'on les a. Donc il y en a quelques-uns. Non, lui, il triche. Non, il y en a pour Java, il y en a pour... Je sais que j'en ai fait dans déjà au moins 3 ou 4 langages. Donc je pense qu'ils y sont dans quasiment tous. En Kotlin, en Elixir. Sur GitHub, on en trouve un peu pour tous les langages. Mais effectivement, c'est des bons exercices. Je trouve les Rustlings particulièrement bien faits, mais après, c'est peut-être lié aussi au fait que ça soit géré par ceux qui créent le langage eux-mêmes. C'est pas toujours le cas.
Et là, du coup, ils ont fait un effort particulier pour avoir un truc bien ficelé. J'ai l'impression, en tout cas. Et donc, ce que je disais, c'est que là, on est passé donc d'un type optionnel avec un seul paramètre à un type result avec deux paramètres. Le premier paramètre étant le type de retour dans le cas du succès, donc qui s'appelle OK, et le deuxième étant le type de retour de notre erreur. Et du coup, le test, j'ai dû le changer parce que là, il s'attend plus à avoir un somme, il s'attend à avoir un OK. Et du coup, tout marche, on peut passer à la suite. Merci Giderac. Et sinon, après, outre les koans, je fais aussi beaucoup de kata. Et ça, on en trouve sur à peu près tous les langages aussi. J'en fais beaucoup sur Code Wars. Mais si tu fais du Python, il y a Check.io qui est génial aussi. Check.io.org. Il y a plein de sites pour faire des exos un peu plus poussés ou un peu plus algorithmiques aussi. Ensuite, donc on passe à Error 2. Et je pense que ça sera notre dernier. Donc, on écrit un jeu où on peut acheter des items avec des jetons, des objets. Tous les objets coûtent 5 jetons, et quand on en achète, on a une taxe de 1 jeton. Ok, donc on va calculer le coût total en fonction de combien on veut en acheter. Donc c'est n fois 5 plus 1. Ouais, j'en fais beaucoup. On en fait des beaucoup plus difficiles plutôt le soir. Et sinon, je fais souvent des sessions le matin où j'en écluse un certain nombre. Ouais. Alors, say we are writing a game. Ok, ça on était bon. Donc, elle gère pas les cas d'erreur. Ah, on l'appelle sur un string. On veut vérifier que c'est un nombre. Sinon, on retourne une parseInt. Donc, je pense qu'il va falloir utiliser le point d'interrogation qu'on a vu tout à l'heure pour propager l'erreur du parsing. Un truc comme ça. Il y a au moins deux façons d'implémenter ça. Il y en a une qui est beaucoup plus courte. Donc je pense qu'on va faire la version courte. Je pense que c'est le parse ici et qu'il faut juste rajouter un point d'interrogation là. Ok, donc c'est bien ça. La méthode longue, je l'ai pas. Du coup... Ah. T'as un gros décalage horaire du coup, Giderac. Si jamais au pire ils sont en replay, j'essaie de les uploader sur YouTube, mais j'ai pris pas mal de retard. J'en ai beaucoup. Je suis en moyenne entre 3 et 4 streams par semaine. Le montage, même s'il n'y a pas grand chose à faire, ça prend pas mal de temps. Donc ça permet de propager l'erreur. Donc si on intercepte une erreur, de juste la rethrow directement. Et... Et on va aller voir les hints pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Ouais, on peut faire un match sur le type de retour ici. Donc si on fait un match... Pardon, c'est ça qu'on veut dégager. Hmm. Ah oui, j'ai MT plus 8. Ça fait un sacré décalage en effet.
Et je sais pas comment on la restro ici. Ok. C'est bizarre, mais pourquoi pas. C'est bizarre. Je sais pas comment le faire proprement. Donc là, en fait, on passe d'un OK d'une string et on va retourner le OK de ce qui a été parsé d'une quantité en i32. Donc là, on a quand même réussi à le parsing une fois qu'on arrive ici. Je pense qu'on a quand même moyen de faire mieux. Non, mais en fait, là, c'est juste comme ça. Allez, faut recompiler. Non, il veut pas. Match à des types de retours incompatibles. C'est pas faux. Et en cas d'erreur, on veut faire quoi du coup? On veut juste panique. Mais... J'ai l'impression qu'il a pas été réexécuté, c'est bizarre. Ou alors c'est que panique, non, panique, il est pas censé forcer un type de retour différent. C'était tellement plus simple l'autre solution. Pourquoi j'ai voulu faire les deux? Item quantity is an invalid number. Donc c'est celui-là qui va pas. Unwrap error. Ah, mais en fait... on n'a pas besoin de ça. On peut faire ça. Je pense que ça marchera presque. Là, on devrait être bon. Ok, on est bon. Du coup, je suis revenu un peu en arrière. Donc là, effectivement, on voulait des results. Un result, c'est soit OK, soit error. Et du coup, ce qu'on veut retourner au final, c'est soit le OK avec le truc qu'on a calculé à partir de la quantité qu'on a parsée, soit une erreur qu'on va juste transmettre. Ok. Bon, ben on va s'arrêter là. J'ai un peu dépassé le temps. Enfin, je me remette à bosser. En tout cas, merci à toi, Gilarac, d'avoir suivi. C'était cool. Toujours sympa de discuter un peu en même temps. Puis à très bientôt. Bonne journée.